Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la maladie d'Alzheimer. Quand une personne vieillit, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un déclin dans certaines fonctions, dont les fonctions mnésiques. Mais c'est quand ce déclin est trop rapide, trop fréquent, trop grave et donc anormal que l'on peut parler de pathologie et que l'on va parler de démence. Ces démences, parce qu'il y en a plusieurs, vont avoir des conséquences sur les personnes et généralement une perte d'autonomie. Les démences, comme la maladie d'Alzheimer, ne sont pas curables pour l'instant, c'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens de la stopper. Par contre, on a de la médication, on a des connaissances sur les bons comportements à observer qui vont permettre de ralentir considérablement la progression de la maladie. On parle généralement d'un déficit cognitif léger qui serait observable avant l'apparition de la maladie d'Alzheimer ou avant le diagnostic. Pardon. Chez les anglophones, on va parler de mild cognitive impairment, MCI, qu'on retrouve parfois dans la littérature francophone. Alors, la maladie d'Alzheimer n'est pas quelque chose de récent, hein, c'est quelque chose qui a été défini en 1906 par Alois Alzheimer, un neurologue allemand. Et déjà à l'époque, il avait bien précisé les deux grandes caractéristiques, à savoir les plaques, des dépôts assez denses qu'on allait retrouver entre les neurones, à l'extérieur des neurones, et qui, quand ils étaient trop importants, devenaient toxiques pour le fonctionnement du cerveau et des espèces d'enchevêtrements, de filaments un peu qui s'amalgamaient, qu'on retrouvait à l'intérieur des neurones et qui finissaient par étouffer le neurone et donc qui l'empêchaient de fonctionner. À l'époque d'Alois Alzheimer, quand on parlait un petit peu de maladie d'Alzheimer, on parlait de démence présénile parce que ça arrivait avant la démence chez des gens qui étaient un peu plus jeunes que ceux qui habituellement avaient des déficits reliés à des démences. Bon, bien sûr, maintenant, on parle de maladie d'Alzheimer. C'est une démence progressive, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc elle se met en place au fur et à mesure du temps, elle s'intensifie et on peut la distinguer d'autres démences comme les démences vasculaires ou les démences frontotemporales. Le diagnostic n'est pas évident, le diagnostic différentiel, pardon, n'est pas évident, mais on sait que la maladie d'Alzheimer, elle va toucher de prime abord en priorité la mémoire et surtout la mémoire à court terme, puis ensuite elle va s'agrafer sur les différentes formes de mémoire et aller éventuellement vers l'orientation. Il y a différentes causes pour la maladie d'Alzheimer et on ne les connaît pas encore toutes, on ne connaît pas leur pondération, on ne connaît pas leur poids, leur importance, etc. Mais on a organisé les différents risques, les différents facteurs de risque en trois grands facteurs, trois grandes catégories. Alors, il y a le vieillissement, la génétique et l'environnement. Alors, l'âge, le vieillissement, c'est normal, on peut rien y faire, on va tous vieillir et au fur et à mesure de notre vieillissement, on est de plus en plus à risque forcément d'avoir la maladie d'Alzheimer. Le genre est également un facteur de risque puisqu'on sait qu'il y a plus de 65% des diagnostics de maladie d'Alzheimer qui concernent les femmes. Et l'hérédité, mais dans une moindre mesure, puisqu'il y a des cas familiaux de maladie d'Alzheimer, donc beaucoup plus génétiques, mais ça représenterait que 2 à 5% des cas qui ont été diagnostiqués. Donc forcément, l'environnement reste quelque chose d'intéressant à étudier hein, pour essayer de voir quelle forme d'environnement il faudrait éviter ou corriger, etc. Donc, je vous ai cité beaucoup d'informations par rapport à l'environnement, pardon, et je vais essayer de vous donner un peu plus de détails. Alors, on a l'éducation. Je sais que les études sont un peu contradictoires, mais en règle générale, on s'accorde pour dire qu'une faible scolarisation de niveau primaire ou moindre est un facteur de risque au niveau de la maladie d'Alzheimer. Le bilinguisme pourrait être un facteur d'amélioration, un facteur qui contrecarrerait l'arrivée de la maladie d'Alzheimer. Ça pourrait retarder hein, de 4 à 5 ans l'arrivée de la maladie d'Alzheimer. C'est une publication de 1911.
Les traumatismes crâniens, et surtout les traumatismes crâniens à répétition, pourraient être un facteur de risque et pourraient multiplier par 10 les risques de maladie d'Alzheimer. Donc, même chose pour tout ce qui est lésions répétitives dans les sports de type boxe, football américain, hockey, là où il y a vraiment des risques et des chutes, ça pourrait être vraiment des facteurs aggravants. Le diabète et surtout le diabète de type 2 pourrait augmenter d'un facteur par 2 les risques de maladie d'Alzheimer. Et on sait que le taux de sucre dans le sang pourrait générer des inflammations et rendre les cellules nerveuses beaucoup plus fragiles. Les maladies cardiovasculaires, c'est un gros facteur de risque. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est assez important. Le taux de cholestérol, ça augmente également les risques. Le tabagisme, on parle de 45% de risques supplémentaires. Je ne suis pas complètement sûre du chiffre, mais disons qu'il y a un gros pourcentage de risques supplémentaires. Les dépressions, et plus particulièrement les dépressions récurrentes, pourraient augmenter par 2 les risques de maladie d'Alzheimer. Et on sait que dans la maladie d'Alzheimer, il y a aussi des risques de dépression. Donc, on a un petit peu un phénomène d'aller-retour à ce niveau-là. L'hygiène de vie pourrait être à la fois un facteur de risque, mais aussi un facteur de protection. Donc, faire attention à l'alimentation, les produits gras, les sucres, on en a parlé. Le sommeil, le fait d'avoir des pertes de sommeil récurrentes pourrait être aggravant dans plusieurs pathologies, mais dans la maladie d'Alzheimer. Et le fait d'être en isolation sociale également, ça pourrait être un facteur de risque. De la même façon que la réactivité au stress, donc les gens qui sont plus réactifs au stress et qui vont subir des stress à répétition, ça pourrait être un facteur de risque pour la maladie d'Alzheimer. La pollution, j'ai mis un point d'interrogation parce que ce n'est pas encore clairement défini. Il y a plusieurs études qui sont sorties. En 2016, par exemple, il y a une étude qui a fait une relation entre les différents éléments qu'on retrouve dans la maladie d'Alzheimer dans le cerveau et des gens qui avaient vécu dans des villes qui sont connues pour être des villes extrêmement polluées, comme Mexico City ou Manchester. Mais bon, ce n'est pas encore... c'est des gens qui ont vécu toute leur vie, etc. Donc, il y a probablement des facteurs confondants. Une autre étude canadienne a montré que les personnes qui vivaient à moins de 50 mètres d'une rue très, très fréquentée avaient un facteur de risque de maladie d'Alzheimer qui était augmenté de 7%. Sauf que là aussi, il y a beaucoup de facteurs confondants parce que si j'habite à côté d'une rue très fréquentée, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de stress, je perds peut-être du sommeil, etc. Donc, la pollution, je garde le point d'interrogation. Il faudrait encore plus d'études pour avoir une idée un peu plus concrète. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la maladie d'Alzheimer, c'est plusieurs facteurs qui se combinent entre eux pour en arriver à cette pathologie-là, et ça pourrait être propre à chaque individu. Donc, c'est difficile de savoir quelle combinaison est la plus propice à nous amener malheureusement vers la maladie d'Alzheimer. Donc, on va voir maintenant un petit peu les mécanismes neuronaux sous-jacents qu'il faudrait connaître pour essayer de comprendre la maladie d'Alzheimer. Alors, les mécanismes de façon globale, ils sont au nombre de 2 et ce n'est pas nouveau, comme je vous disais tout à l'heure, ça a déjà été montré par Alois Alzheimer. Donc, 2 grands mécanismes, un mécanisme intracellulaire, un mécanisme extracellulaire. Donc, le mécanisme intracellulaire qu'on voit ici, c'est qu'il y a une protéine qu'on appelle la protéine Tau, qui va s'accumuler à l'intérieur du neurone et qui va empêcher le bon fonctionnement des neurones et donc la circulation de l'information. Et au niveau extracellulaire, donc à l'extérieur des neurones, il y a une accumulation, mais à ce moment-là, du peptide bêta-amyloïde, et ce peptide-là va entraîner des plaques qui vont également avoir une incidence sur la communication entre les neurones. Alors, de façon un petit peu plus précise, qu'est-ce qui se passe au niveau de la perturbation interne, intracellulaire?
On sait que les neurones, ils sont structurés par des microtubules. C'est des éléments qui vont former le squelette de la cellule, le cytosquelette. On a des protéines tau, des grosses molécules, qui sont insérées dans ces microtubules. C'est ce qu'on voit ici, un petit peu les petits filaments là, qui dépassent. Ici, on a un microtubule et on a des petits éléments qui dépassent. Et quand la protéine tau est insérée dans les microtubules, ça assure la stabilité, le maintien du microtubule. Donc ça, c'est en conditions normales, c'est ce qui se passe. En conditions pathologiques, donc dans la maladie d'Alzheimer, la protéine tau va se détacher. Hein. On voit que les petits éléments, là, ils se détachent, ils s'enlèvent, et du coup, ils ne vont plus maintenir la stabilité du microtubule, forcément, mais en plus de ça, ils ne vont pas être complètement détruits, ils vont rester à l'intérieur du neurone, et ils vont avoir tendance à s'amalgamer, à faire des espèces d'amas, de petits tas un petit peu de protéines tau, et ces petits tas-là, ils vont rester dans le neurone et ils vont empêcher le bon fonctionnement du neurone. Et s'il y en a vraiment trop, si ça continue trop longtemps, à ce moment-là, ils vont avoir une incidence sur la mortalité neuronale. Le deuxième mécanisme, il est relié à ce qu'on appelle la bêta-amyloïde. Et ce qui se passe, c'est que on a une protéine qui est précurseur de la bêta-amyloïde, qu'on appelle l'APP, et c'est une protéine transmembranaire. Donc, elle est à l'intérieur de la membrane cellulaire. Dans des conditions normales, il y a des espèces de petits ciseaux, comme on voit ici, hein, des ciseaux physiologiques qui sont en fait des enzymes qui ont pour fonction de découper d'une certaine façon l'APP. Et à ce moment-là, on va obtenir une peptide bêta-amyloïde qui est soluble. Tout va bien, en conditions normales. En conditions physiologiques, en conditions pathologiques, pardon, excusez-moi, dans la maladie d'Alzheimer, il y a un dysfonctionnement de ces ciseaux, ce qui fait que la protéine APP, elle n'est pas coupée aux bons endroits, ce qui donne une version de la bêta-amyloïde un petit peu différente et surtout insoluble. Elle va donc avoir tendance à s'accumuler à l'extérieur du neurone et à former ces fameuses plaques dont on a parlé précédemment. Plaques qui vont avoir une incidence sur la communication entre les neurones, hein, donc qui vont déranger, mais surtout quand les plaques vont s'insérer, comme ici, au niveau synaptique. On sait depuis quelque temps maintenant que ces agrégats, ces amalgames, ces plaques empêchent la potentialisation à long terme, la LTP, et c'est une des façons, entre guillemets, que le cerveau a d'apprendre. Donc, c'est des modifications au niveau synaptique qui permettent l'apprentissage. Et là encore, cette accumulation, en plus d'avoir un impact sur les capacités de communication et d'apprentissage, elle va finir par tuer les neurones. Donc, les diapositives précédentes peuvent vous sembler peut-être un petit peu complexes, même si j'ai énormément simplifié les mécanismes, mais je pense que c'est important de comprendre, important de connaître les mécanismes qui sous-tendent la maladie d'Alzheimer. Pourquoi? Parce que plus on va avoir d'informations sur la façon dont le cerveau est altéré dans la maladie d'Alzheimer, mieux on pourra prévenir, plus on pourra soulager les personnes qui sont atteintes. Donc, la compréhension des mécanismes en jeu est vraiment nécessaire à la mise au point de nouvelles thérapies médicamenteuses ou de thérapies plus cliniques ou sociales. Donc, après un diagnostic de maladie d'Alzheimer, quoi faire? Aller vers la médication, bien sûr, il y a beaucoup de médications qui sont disponibles, mais pensez également à l'hygiène de vie, le fait de conserver des interactions enrichissantes, des interactions sociales, va permettre de continuer à stimuler mon cerveau et va être un facteur de précaution contre le développement de la maladie d'Alzheimer. Stimuler sa cognition, stimuler ses apprentissages, et c'est également des façons intéressantes de ralentir la propagation des phénomènes dans la maladie d'Alzheimer. Donc, encore une fois, un facteur de précaution, de protection. On est d'accord, ça ne changera pas les choses. On ne va pas renverser la dégénérescence. On va simplement ralentir le processus
ce qui est déjà quelque chose d'extrêmement intéressant. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et au plaisir de vous revoir une prochaine fois.